Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, mon invité est Claude Janvier, écrivain, essayiste. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous pour le déplacement et surtout bienvenue dans nos nouveaux studios. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre dernier livre, Les Démasqués qui dirigent réellement le monde, publié chez K Éditions. Un titre on ne peut plus clair, avec une affirmation, une interrogation. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que vous savez exactement qui dirige le monde? Disons que oui, on a quand même une bonne idée de qui dirige le monde, quoi. Bon, je le mets un peu en lumière donc, dans mon livre, puisque c'est traité sous le chapitre Vanguard, puisque c'est la finance internationale. Donc, je détaille BlackRock, le géant, mais ça, on y reviendra peut-être après. Et donc, après, je parle de Vanguard, qui effectivement ne fait beaucoup moins de bruit que BlackRock, mais qui néanmoins est composé par-dessous, parce ils apparaissent pas donc dans le conseil d'administration, mais par-dessous, ce sont les capitaux des 13 grandes familles les plus fortunées du monde, qui ne font d'ailleurs jamais parler d'elles. Et alors, ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard, même si on est riche à milliards, on ne rentre pas dans Vanguard, sauf si on est coopté par ces 13 familles. Et en plus, Vanguard n'est pas coté en bourse. Ça, c'est très intéressant. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Vanguard, est-ce que ce serait un peu le côté obscur de la force? Ce serait un peu ça. D'ailleurs, ça c'est marrant, Vanguard, en français, ça signifie l'avant-garde. Alors, l'avant-garde de quoi? De qui? Ça, c'est la bonne question, justement. Voilà. Mais en fait, ils sont omniprésents sur tous les marchés, puisqu'ils sont actionnaires, en plus de BlackRock, le géant financier, qui, normalement, d'après les calculs, pas que de moi, en 2028, possédera à peu près, peu ou prou, la quasi-totalité des entreprises mondiales. Alors, comment agit justement Vanguard? Ils prennent des parts. Donc, en tant qu'en fait actionnaire de BlackRock, ils ont accès donc à toutes les entreprises du monde entier. Et via BlackRock, ils dictent leurs lois, puisque en réalité, quand BlackRock achète des actions d'une entreprise, même s'il est en minorité, il n'y a pas besoin avec la loi américaine que d'être majoritaire dans un conseil d'administration, surtout quand ce sont des méga entreprises, pas besoin d'être majoritaire pour dicter sa loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si BlackRock détient par exemple 10% ou 10 à 15% d'actions, ça suffit pour dicter sa loi dans une entreprise, puisque, admettons, le cas de figure, un beau jour, il y a une réunion du conseil d'administration de l'entreprise X, grosse entreprise, on parle d'ici de méga entreprises, et que le PDG de cette entreprise déclare au cours de cette réunion de conseil, bon, nous, le but et objectif, ça serait cela. Si l'émissaire de BlackRock présent dans cette entreprise dit le contraire, dis-moi, oui, non, nous on veut pas suivre effectivement les buts et objectifs que vous préconisez. En revanche, nous serions plus enclins à suivre telle direction. À ce moment-là, le PDG de l'entreprise en question a deux choix. Soit il obéit, tout va bien, soit il désobéit, il ne veut pas. Auquel cas BlackRock prononce la formule magique, nous on se retire, si vous n'êtes pas d'accord. En se retirant, ils retirent leurs capitaux. Mais 10% de millions de dollars, c'est une belle somme. Donc les entreprises peuvent vaciller. À partir de ce moment-là, BlackRock a le contrôle. C'est très intéressant, il faut juste décortiquer un peu le point de vue économique de la chose, voilà, parce qu'on n'est pas trop habitué en France avec ce système, et c'est un système anglo-saxon, beaucoup plus en évidence dans les pays anglo-saxons. Voilà un peu comment ça fonctionne. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors ça, c'était le côté économique. Oui. Ceci dit, dans votre livre, vous vous attachez à faire un récapitulatif historique et vous démontrez, notamment par des exemples concrets, comment cette mainmise est orchestrée et comment nous sommes testés à notre insu.
Alors, je ne vais pas revenir sur la période du Covid dont vous parlez longuement dans le livre, mais 2 événements ont retenu mon attention. L'affaire du pain maudit, qui a eu lieu en août 1951, et les charniers de Timisoara, qui ont eu lieu en décembre 89. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. Ben oui, 1951, c'était très intéressant parce que j'avais étudié cette affaire. C'est Pont-Saint-Esprit, hein, c'est le fameux petit village de Pont-Saint-Esprit, parce qu'un jour, quelques années de cela, mon épouse et moi, nous y sommes passés, on était dans le coin, et puis on s'est même attardé, on avait passé une nuit là, tranquille. Et puis, je sais plus comment ça s'est fait, j'ai entendu parler de cette histoire dans le village même, je sais plus qui m'en a parlé, mais peu importe. Et je m'étais dit, ah oui, il s'est passé quelque chose là, j'en avais vaguement. Alors, j'ai commencé à fouiller, à refouiller et à farfouiller, comme on dit. Et je suis tombé effectivement sur des rapports déclassifiés. Parce qu'au début, impossible d'avoir la vérité sur cette affaire. Et en fait, j'ai fini par tomber en tant qu'enquêteur, quand même, je fouine pas mal, sur les rapports déclassifiés concernant ce problème-là de la CIA. Et en réalité, 1951, ils ont donc mis du LSD dans le circuit d'eau de Pont-Saint-Esprit, ce qui a contaminé tout le village. Alors, au début, les médias faisaient passer ça à l'époque pour de l'ergot de seigle, parce qu'en fait, l'ergot de seigle est une maladie que le seigle peut avoir, et qui en fait a les mêmes vertus, entre guillemets vertus, on est bien d'accord, que le LSD. Alors, on peut effectivement tout d'un coup avoir un petit problème hallucinogène en mangeant du pain de seigle ou qui serait atteint de la maladie de l'ergot de seigle, mais ce qui est quand même relativement assez rare. Et là, en fait, effectivement, preuve à l'appui, puisque les rapports déclassifiés, après on a pu les consulter, ils ont sciemment contaminé l'eau pour voir un peu ce que ça allait donner. Ah ben les résultats ont été parfaits, il y a eu je sais pas combien de morts. Il y a eu la folie collective s'est emparée du village pendant au moins 2-3 jours, parce que le LSD, le problème, c'est que ça peut durer 24 heures d'affilée. C'est-à-dire, c'est pas si on ingère cette drogue hallucinogène, ça monte en puissance et après ça redégringole, ce qu'on appelle un good trip, et après en anglais, il y a un bad trip derrière. Mais suivant comment ça se passe, ça peut devenir violent. Il y a des gens qui peuvent se suicider, etc. Donc ils ont fait cette expérience pourrie à l'insu complètement des habitants. Ils en sont pas un coup d'essai, quoi. Alors comment êtes-vous arrivé à la conclusion que la CIA était responsable de cette histoire de pain maudit ? Eh ben parce qu'en fait, c'est annoncé dans le rapport, c'était une expérimentation de la CIA. Voilà, en gros, c'est ça, en France. Il faut pas oublier qu'en France, attention, à l'époque, 51, nous sommes dans l'OTAN. Nous sortons de la guerre 39-45, des bases américaines, il y en a quand même en France un certain nombre, nous sommes sous protectorat américain, jusqu'à temps que le général de Gaulle, en 66, déclare à l'OTAN, déclare aux Américains « Go home », on était vraiment sous contrôle des Américains. Donc, expérimentation, parce que les Américains, ils ont quand même, c'est quand même assez incroyable, ils aiment bien expérimenter hors sol, hors de chez eux. Toutes les expérimentations pourries, ils aiment bien les faire ailleurs que dans leur pays. Incroyable. Hein. Quant au charnier de Timisoara, pour répondre au deuxième volet de votre question, ça aussi, ça a été un énorme leurre donc des médias mainstream et de la propagande, donc, puisqu'en faisant croire que c'était ces fameux charniers, que c'était ça. Alors, on resitue quand même la ville de Timisoara. Oui, qui est en Roumanie, etc. Et donc découverte soi-disant d'un charnier. Et sous Ceausescu. Sous Ceausescu, ça a été imputé effectivement. Voilà, et c'était faux. En fait, c'est incroyable, et c'est là qu'on se rend compte que toute cette propagande n'est destinée qu'à induire les gens en erreur, et c'est ça le problème. C'est un peu, vous savez, comme en Irak aussi. La guerre de l'Irak, c'était soi-disant les USA et la coalition internationale, fallait attaquer l'Irak, fallait abattre Saddam Hussein parce qu'il y avait soi-disant des armes chimiques. En réalité, il n'y a jamais eu de trace d'une arme chimique en Irak. Mais ça a justifié la guerre, la violence et la tuerie de masse, puisqu'il y a quand même 500 000 victimes en Irak. Quant au Kosovo et toute cette affaire
toute cette affaire des Balkans et cette horrible guerre fratricide, etc., ça a été aussi monté de toutes pièces, de toute façon, par les Américains, et c'est toujours les Anglo-Saxons, vous savez, voilà. Alors je veux pas dire pour autant que je n'aime pas le peuple, hein, de toute façon qu'on soit bien d'accord avec mes propos, mais j'ai tout contre justement les politiciens et financiers qui détiennent les pays, l'Angleterre et les Américains et les USA. Alors, on va parler de l'origine du mot complotiste. Ça vous dit quelque chose? Sans doute. Mais ça a été inventé par la CIA. En 1963, vous dites. C'est exactement ça. C'est incroyable, hein? Oui, oui. Et c'est eux qui ont inventé le terme. Mais ils sont doués, vous savez, pour tout ce qui est marketing, entre guillemets, hein. Ils sont doués pour trouver les belles formules et tout. Et il faut reconnaître une chose, c'est très étudié. C'est très étudié parce que depuis 63, ça couvre, ça distille, et puis tout d'un coup aujourd'hui, c'est une tare, entre guillemets, on se fait traiter de complotiste. Oui, c'est une vraie tare, mais enfin, selon eux. Parce que nous, évidemment, nous le cernons tout à fait autrement. Ouais, absolument. Et c'était quoi alors à l'époque, cette manière d'inventer un mot pour en faire quoi? Quelle stratégie il y avait derrière? La stratégie, c'était de pouvoir jeter le discrédit sur toute personne qui allait oser se mettre contre la doxa ou les doxas gouvernementales. C'est vraiment une stratégie étudiée pour jeter l'opprobre sur les lanceurs d'alerte en fait, hein, faire passer les lanceurs d'alerte pour des guignols, hein, si on peut. Voilà, c'est ça. C'est vraiment que de la stratégie. Mais c'est fou, hein, quand même. Mais vous savez, je repense ici aux acronymes, quand je refais une petite aparté très vite sur BlackRock. BlackRock, avec ses 5000 ordinateurs branchés en réseau, gérés par 2000 personnes, qui écrèment les bourses, hein, du monde entier, et ça je l'explique dans mon livre, ils ont choisi aussi un acronyme intéressant. L'acronyme, c'est Aladdin. Aladdin en anglais. Alors, quand on prononce le mot Aladdin, on se dit ah bah oui, le mot Aladdin, c'est le fils du tailleur Mustapha qui frotte sa lampe à huile et qui en fait jaillir un génie et qui dit ah bah oui, ça il va exaucer tous mes vœux. C'est intéressant, alors qu'Aladdin, c'est un acronyme, hein, ça signifie Asset Liability. Enfin, je me rappelle plus le reste. Il y est dans votre livre. C'est dans le livre, mais c'est intéressant parce que ça aussi, c'est pas choisi au hasard. La comparaison avec le fils du tailleur, Mustapha, c'est pas choisi au hasard. Ils se sont quand même creusés les méninges ils se creusent vraiment les méninges pour arriver à faire des formules comme ça ou des mots qui vont frapper l'imagination des gens, quoi. Ça là-dessus, ils travaillent. On peut dire qu'ils bossent, quoi. Voilà. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Alors, vous abordez également le profil psychologique idéal voulu par les dirigeants mondiaux, une population complètement soumise, dépendante d'une consommation de médicaments et notamment d'antidépresseurs. Alors, quelques chiffres. Dans un rapport remis par le Haut Conseil à la famille en mars dernier, en mars 2023, la consommation d'antidépresseurs a augmenté de 62% entre 2014 et 2021 chez les jeunes, c'est-à-dire les enfants et les adolescents. Et selon des données disponibles, en 2022, plus de 16 millions de Français ont consommé des antidépresseurs. Qu'est-ce que cela en dit sur notre société et sur notre santé mentale, en tout cas? C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on a de plus en plus une population droguée. Alors, droguée par les drogues illégales, hein, on est bien d'accord, hein, que ce soit de la marijuana jusqu'aux drogues encore plus dures comme le crack et autres produits chimiques, voilà. Mais en plus, on a les drogues légales, dites légales, c'est-à-dire les antidépresseurs, les anxiolytiques et même les somnifères, parce que prendre un somnifère une fois de temps en temps dans sa vie, moi je suis pas adepte, mais bon, une personne, si elle vraiment de temps en temps, elle en prend un truc pour dormir, parce qu'elle arrive vraiment pas à dormir, pourquoi pas, à condition que ça ne devienne pas journalier, enfin quotidien, sinon après c'est vraiment une drogue. Mais quand on passe dans les antidépresseurs et les anxiolytiques, donc toute la famille des psychotropes, là,
ça devient, là, c'est vraiment une drogue. Parce que, par exemple, si je prends le Prozac, dans mon livre, je parle pas mal du Prozac, puisque j'ai bien étudié la molécule magique. Cette molécule magique, quand même, a poussé quand même pas mal de gens à se suicider, a poussé aussi des gens à commettre des homicides assez monstrueux, sous l'emprise du Prozac, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, c'est quand même à partir de cette molécule, Prozac, donc, la drogue du violeur. C'est-à-dire, vous prenez le Prozac, c'est quasiment en vente libre, enfin, sous ordonnance, mais encore que sur Internet, si on pianote Prozac, on peut le commander. Donc, j'incite pas les gens à le faire, mais je veux dire, c'est une histoire de fou. Et cette pilule-là est utilisée, donc c'est la drogue, c'est une drogue du violeur. Et tout ça, c'est inventé par Big Pharma, hein, par les laboratoires pharmaceutiques, j'invente rien. Et ça, malheureusement, ça a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Enfin, en France, le grand problème, et nous en sommes à plus de 120 millions de boîtes consommées chaque année, donc de psychotropes. On est 66 millions en France. Si on enlève les gens qui n'en prennent pas, et si on enlève les jeunes enfants qui, j'ose espérer, on ne leur donne pas quand même, j'espère pas, des petites pilules magiques, ceux qui en prennent, ils en prennent beaucoup. Là, dans le rapport, en tout cas, du Haut Conseil de la famille, on voit bien que ça touche également les enfants et Oui, les adolescents. ça commence. Depuis la crise du Covid, justement, Absolument. il y a eu une flambée de... Oui, parce que tout le monde s'est retrouvé confiné. Les gens se sont trouvés, alors dans les grandes villes, c'était pire, parce qu'il y en a certains, beaucoup même se sont retrouvés emmurés dans des studios quelquefois de 30 mètres carrés avec peut-être un enfant au milieu, le spleen, la dépression, et donc on oublie le tout et on prend une pilule magique. Ah non, mais c'est vraiment horrible, hein. Et c'est vrai que ça a explosé, la consommation des psychotropes a tout à fait explosé. Et ça, c'est nuisible parce que les gens sont totalement annihilés, atomisés. Plus vous prenez ça, plus vous êtes annihilé, atomisé. Alors ajoutez à cela le jeune qui va se fumer un petit pétard derrière, là c'est les cocktails. Après, faut pas s'imaginer si les gens sont atomisés, annihilés, ils sont capables de moins en moins de réflexion. C'est très très grave, hein, vraiment très très grave ça. Alors justement, vous avez évoqué les drogues dures. Vous en parlez également dans votre livre et vous citez notamment l'exemple du Canada avec la province de la Colombie-Britannique qui expérimente la vente libre de drogues dures telles que la cocaïne, l'héroïne et d'autres. C'est tombé il y a pas longtemps sous Justin Trudeau, qui est quand même un des frères jumeaux d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est quand même, mais c'est du grand délire. Mais ils essayent par tous les moyens de pousser pour continuer à annihiler les gens de plus en plus et à les atomiser et à faire en sorte à les maintenir donc la tête sous l'eau. Et c'est vraiment ça le problème, et c'est de pire en pire. Il y a 30-40 ans en arrière, c'était impensable qu'une telle décision, qu'une telle loi passe au Canada ou même ailleurs. Aujourd'hui, c'est tout à fait, ça peut être possible, quoi. Pensez-vous que ce qui est voulu, c'est d'avoir une population de zombies, entre guillemets? C'est un peu ce qu'on est en train de voir aux États-Unis avec la consommation de fentanyl. Est-ce que ce serait ça le but ultime? Oui, parce qu'une population de zombies ne se rebelle pas, ne se rebelle jamais et ne remet rien en cause. C'est le but quand même de cette oligarchie financière mondiale à Batterine, hein. Le but, c'est de maintenir la majorité des gens en esclavage, hein. C'est un peu ce que disait d'ailleurs Jacques Attali, pardon, au cours de ses différentes vidéos interviews. Il y a une vidéo, je me souviens un peu en quelle année, ça date déjà un peu, mais elle est toujours d'actualité, où il dit voilà, lui l'idéal, il le dit, il y a une petite élite mondiale qui va jouir de tout ce qu'il faut comme confort, nourriture, etc. En dessous, il y a une caste à peu près qui vit bien, mais qui ne fera jamais partie de cette élite, mais qui vivra à peu près bien. Et ensuite, il y aura une majorité de gens qui, eux, passeront leur vie à chercher à manger et à travailler comme esclaves. Voilà, c'est pas de moi, hein, c'est Jacques Attali. Il y a peut-être une vingtaine d'années, il a fait une vidéo dans un campus.
intéressant quand même. Enfin, quand je dis il a fait une vidéo, c'est une conférence enregistrée en vidéo. Donc c'est vraiment pas du fantasme, hein, tout cela. Hein. C'est vraiment une réalité. Mais c'est encore pareil. Il y a des preuves. Il fallait les assembler. C'était pas si évident que ça. Hein. C'est pour ça que j'ai travaillé quand même. Ça faisait 1 an et demi quand même que je travaillais sur ce livre. À un moment donné, j'ai dit bon, faut que je m'en sorte. Mais ça a été un énorme travail de recherche de documents, etc. pour arriver justement à assembler toutes ces preuves et à dire aux gens voilà les preuves. Maintenant, vous pouvez ne pas y croire, mais les preuves sont là avec des renvois bien sûr sur les articles, les rapports, etc., les sources, voilà. Et que pensez-vous en France de l'émergence de ces petites boutiques de CBD? Ah bah c'est du cannabis, hein. Moi ça me fait rire quand, enfin ça me fait rire. Alors on vous dit quand même que le CBD, quand vous tapez CBD, on vous dit c'est du cannabidiol, c'est une molécule organique issue de la plante de chanvre, cousine du cannabis. Elle peut être vendue sous différentes formes, en fleurs séchées, en résine, en huile, en e-liquide. Voilà ce qu'on vous dit. Bah, ils nous le vendent, enfin ils le vendent en disant oui la teneur en THC, donc je sais jamais le nom à rallonge là. Mais enfin c'est la substance planante de la marijuana, on va faire plus court. Ah, ils disent toujours oui, la teneur en THC est beaucoup moins importante. Mais en réalité, il y a quand même une teneur en THC, donc de toute façon, c'est quand même une drogue. Alors c'est quand même une drogue légale. Alors après, que c'est des vertus peut-être entre guillemets, si une personne souffre beaucoup, que ça soit palliatif, un peu comme la morphine. Bon, pourquoi pas. Bien que je suis pas certain vraiment que ça ait sa place, parce que si vraiment on souffre beaucoup, bon bah la morphine en milieu hospitalier, j'entends, reste toujours de toute façon, heureusement pour le patient et malheureusement pour le reste, reste de toute façon quelque chose qui aide aussi à surmonter la douleur. Mais ça, ils sont en train de nous le vendre, ce fameux CBD, ils sont en train de nous le vendre sous couvert de oui, ça fait du bien. En réalité, c'est une drogue de plus qui est assénée à la population et en majorité des jeunes. Parce qu'en fait, là où j'habite, il y a une boutique de CBD, je passe de quelques fois devant pour aller faire des courses ailleurs, et j'aperçois toujours quand même une majorité de trentenaires, quadragénaires maxi, mais j'ai rarement vu encore des seniors dedans. C'est pas tout à fait la clientèle. Donc c'est une drogue de plus. Il y a un autre point sur lequel vous ne démordez pas, c'est le climat, et notamment l'écologie que vous qualifiez de pacotille. Ça vous fait sourire, tiens. Pour quelle raison ce sujet vous fait-il bondir? Je vous laisse boire d'abord, allez, avant de répondre. C'est de l'eau, je rassure, je vais rassurer tout le monde. Bah oui, ça me fait sourire parce que c'est tout un vaste sujet, l'écologie. On pourrait en parler des heures. Moi, je suis partisan de l'écologie, mais de la vraie écologie, pas de l'écologie à la taxe carbone de Hulot ou les écolos allégés, comme je les appelle, donc des partis soi-disant écologiques. Je parle ici d'une vraie écologie, c'est-à-dire prendre soin effectivement des autres déjà, prendre soin de la nature, prendre soin des animaux et des plantes. Ça me paraît standard. Et prendre soin aussi de l'eau potable, etc., de pas faire des gaspillages. Je pense qu'effectivement, il n'y a rien à redire à cela. Le problème, c'est que l'écologie a été totalement dévoyée, pervertie, et qu'elle est aujourd'hui aux mains d'écolos allégés, c'est ça, qui ont des opinions toutes faites sur ce que doit être l'écologie, et surtout dans le but de taxer encore plus les gens. Parce que chaque fois que j'ai discuté avec des écolos, parti écolo, m'ont tous dit oui, il faut responsabiliser les gens, et blablabla. C'est fantastique. À chaque fois que j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites pour les grands pollueurs, pour limiter les grands pollueurs et pour les contrecarrer? Vous savez, je leur ai dit, vous savez, les porte-containers qui sillonnent tous les océans, qui voguent au fioul lourd et qui rejettent dans l'atmosphère du dioxyde de soufre et de carbone, en veux-tu, en voilà, qui polluent plus que d'ailleurs toute une ville avec les voitures. Vous faites quoi contre ça? Là, il n'y a pas de réponse. Donc c'est de l'écologie mal placée, c'est-à-dire alors en revanche
là où c'est navrant, c'est que chez des jeunes, ça marche. Je vais une petite anecdote. Il n'y a pas si longtemps que ça avec mon épouse, on rentre chez un opticien pour se faire une nouvelle paire de lunettes, et on a un jeune gars, il va avoir 25 ans, 28 ans, à tout casser. Et puis alors, je sais pas pourquoi, entre deux montures, et on parle écologie. Et il me dit, mais moi de toute façon, j'ai tout compris à l'écologie. Je dis, c'est bien, vous avez tout compris, vous avez compris quoi? Mais il me dit, c'est simple, je ne prendrai jamais l'avion. Ah bon? Je ne prendrai jamais l'avion? Non, il me dit, ça pollue. Alors j'ai dit, donc vous allez jamais aller regarder un pays étranger, voir un peu, parce que c'est toujours intéressant quand même d'aller rencontrer une autre culture, d'autres gens. Non, monsieur, oh là là, ouais, ça pollue. Pas de voiture. Ah bon? Pas de voiture non plus. Et vous allez vivre comment? Dans mon studio. Oui, bon, et à part ça? 3 plants de tomates rachitiques. Il m'a pas dit rachitique, c'est moi qui le dis, sur le balcon pour le geste des plantes, voilà, super. Et alors? Un vélo électrique pour aller faire les courses. Le gars, il a 25 ans. J'ai dit, mon Dieu. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être comme ça. Mais il est pas seul dans ce cas-là. Non, je sais. Parce qu'il y a une partie des écolos qui sont un peu extrémistes aussi. Oui, mais alors curieusement, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Nicolas Hulot, moi j'ai un peu là-dedans, je sais pas pourquoi, lui il m'a toujours un peu énervé. Quand il nous prenait l'écologie et qu'il nous cassait les pieds avec sa taxe carbone, il allait quand même en Corse dans sa villa en hélicoptère, il roule en 4x4, enfin bon bref. Ça va. Et puis il a inondé la planète entière de produits Ushuaïa, plombés aux produits chimiques. Je passe. Mais ce qui est fou, c'est que, alors, ils font quand même la pluie et le beau temps. Mais le problème, c'est qu'on est gouverné vraiment aussi de plus en plus. Là, je parle de gens qui ont des responsabilités après. Et on est gouverné de plus en plus par une idocratie. C'est tout le problème. Parce que je vais raconter une petite anecdote sur cette histoire d'écolo, parce que les écolos, quand même, c'est quand même intéressant. Je rencontre un jeune homme il n'y a pas longtemps, et il me dit, mais moi, j'ai un copain de classe à Bordeaux, parce que la mairie de Bordeaux est une mairie écolo, depuis les dernières élections municipales. Et il dit, je retrouve un des copains de classe que j'avais perdu, il est adjoint au maire donc de Bordeaux. Bon. Et il me raconte l'histoire. Il me dit, un jour, je le retrouve donc à la mairie, voilà. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes en train de supprimer toutes les places de parking dans le centre-ville de Bordeaux? Pour les livraisons, les artisans, etc. Là, son ancien copain de classe lui dit, mais c'est parce qu'on a tout étudié, on s'est aperçu que les artisans, quand ils viennent avec leur fourgon, ils n'utilisent que à peine un tiers de leurs outils. Donc on s'est dit, il faut limiter cela, ça ne va pas. Donc on enlève toutes les places pour eux. Oui. Et son ancien copain lui dit, mais comment ils vont faire pour venir travailler? Ils ont qu'à venir au vélo électrique avec une petite remorque derrière, avec juste ce qu'il leur faut d'outils. Véridique, l'histoire. Et là, l'ami en question me dit, mais heureusement que j'étais assis, sinon je serais tombé par terre. Il dit, mais c'est une blague, tu me chambres là, c'est pas possible. Ben non, mais l'autre, il était fermement persuadé de ce qu'il était en train de me raconter. Mais il a fini par me dire, mais ils sont dans un irréel, c'est irréel, ils sont dans un autre monde. C'est-à-dire, c'est de l'entre-soi. Ils n'ont plus aucun contact, ces gens-là, et pourtant c'est un jeune, non? Ils n'ont plus aucun contact avec le monde réel. Pour lui, l'artisan, il a trop d'outils, donc il faut supprimer les places. Il a qu'à venir bosser en vélo. Tu parles, si le gars, il habite à 30 km du centre de Bordeaux, le pauvre gars pour aller travailler le matin. Ils sont dans une irréalité totale. Est-ce que vous pensez que c'est réellement qu'ils sont dans une irréalité, hors du temps, hors de toute vie là, concrète, ou ils sont vraiment dans une stratégie? Alors, il y a certainement les deux. Il y a la stratégie,
je pense. Mais il y a aussi l'irréalité. Vous savez, c'est de l'entre-soi. Hein. Ils passent leur soirée entre eux, ils se boivent des petites coupettes, éventuellement ils font un peu plus, puisqu'on parlait des drogues tout à l'heure. Enfin bon, bref, passons. Mais je pense que c'est ça. Ils ont aucune réalité sur le monde actif. Ils reçoivent un salaire pour une certaine fonction. Ils lisent des rapports. En ce moment, on parle beaucoup de passe écologique. Alors, ouais. Ils sont vraiment, oui, tout à fait. On va avoir donc un pass sanitaire, un passeport numérique européen avec tout dedans, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire vos données médicales, en plus de votre carte, les coordonnées bancaires, le passeport, le permis de conduire, mais il y aura aussi vos données médicales. Ce qui est intéressant, ça veut dire que données médicales soi-disant gérées par des sociétés privées qui ne sont pas censées communiquer vos informations médicales, sauf que bien entendu, ces informations vont fuiter dans les compagnies d'assurance, chez les banquiers, etc. Ce qui veut dire que Madame, vous vouliez un prêt pour acheter votre appartement? Ben oui, mais vous avez du diabète, vous avez un risque probable d'infarctus, vous n'êtes pas en bonne santé. Ou alors on va vous faire payer une assurance beaucoup plus chère pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque. Non, mais c'est ça qui est... Et le passe carbone, on est en plein dedans. Quand vous regardez les vignettes aujourd'hui avec une voiture dans Paris, vignette 4, je crois, critère 4, vous rentrez plus, hein. Enfin, vous pouvez rentrer, mais s'il y a un gendarme qui vous arrête, c'est 135 € d'amende. Alors ici, c'est la police, hein, Paris. La police, oui, c'est vrai, j'ai l'habitude, j'habite en province, donc je suis toujours habitué à la gendarmerie nationale, c'est vrai. Mais de toute façon, ça sera pareil. C'est le tarif, c'est 135, hein. Et je sais même pas si le véhicule ne sera pas confisqué, ou j'en mettrai pas ma main au feu, là. On est vraiment dans c'est une époque coercitive, hein. On va parler d'Alfred Kinsey. Ah! Ce nom est peut-être inconnu des spectateurs, mais pour vous, Claude Janvier, il est, je vous cite, « le père de la révolution sexuelle. C'était un pédocriminel devenu à force expert de la sexologie infantile. » Alors, en quoi il était important pour vous de vous attarder sur cet homme, né en 1894, mort en 1956, et décrit sur Wikipédia comme professeur d'entomologie, zoologie et pionnier de la sexologie? Ouais, Alfred Kinsey. C'est à lui qu'on doit là où nous en sommes maintenant, c'est-à-dire je parle de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, celui qui a été bombardé, d'ailleurs ambassadeur à l'Europe, c'est-à-dire Pape Ndiaye, que je parle d'ailleurs, je le cite dans mon livre, mais toute cette perversion, en fait, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est en pleine perversion. Comment on peut imposer aujourd'hui de l'éducation sexuelle déjà chez des bambins qui ont entre 0 et 4 ans? Comment on peut imposer un drag queen ou une drag queen, je sais jamais comment, maintenant je ne sais plus s'il faut dire un ou une, à des enfants pareils, pour leur faire un cours ou leur faire des démonstrations de je ne sais trop quoi. Comment on peut imposer aussi avec autant de force un lobby aussi puissant aujourd'hui qui est devenu le LGBTQ+, etc. Alors, qu'on se méprenne pas sur mes opinions, je n'ai rien contre... moi, je veux dire, les penchants sexuels de chacun, c'est l'affaire de chacun. Je ne rentre même pas dans la vie privée des gens, chacun est libre de faire ce qu'il veut, à partir du moment où c'est entre adultes consentants. En revanche, quand des minorités deviennent effectivement un lobby hyper puissant et vouloir l'imposer à une majorité de gens sous des prétextes fallacieux, là effectivement, je ne suis vraiment pas d'accord. Alors quand on recherche pourquoi et comment on en est arrivé à autant de perversion au niveau de l'éducation nationale, c'est Kinsey. Effectivement, c'est le père. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que ce gars était un entomologiste, donc éleveur de guêpes. Bon, jusque-là, ma foi, une profession comme une autre, hein. Mais
Sur sa fiche Wikipédia, je me suis effectivement amusé à lire sa biographie. Et sur Wikipédia, on peut même pas me dire que c'est complotiste, entre guillemets, puisque Wikipédia, c'est justement, bon bref, c'est pas spécifiquement, c'est plutôt pro-doxa gouvernemental. Donc, et là, le gars, donc, heureusement, j'étais assis quand j'ai lu le truc, quoi. Le gars, il se faisait lui-même, il se faisait des expérimentations sexuelles que je ne citerai même pas parce que ça va au-delà de ce qu'on peut s'imaginer sur lui-même. Et c'est ce gars qui est quand même névrosé et complètement totalement psycho que les instances politiques occidentales, parce que c'est américain et eux, prennent comme modèle pour imposer, de façon à imposer cette soi-disant éducation sexuelle à nos bambins et à nos enfants. Et c'est aux antipodes de la logique, quoi. C'est comment on peut adouber toutes des théories perverses pour dire maintenant qu'un gamin entre 0 et 4, il peut, et s'il a envie de changer de sexe, il peut changer de sexe. Il a certainement des pulsions sexuelles entre 0 et 4. Non, mais je veux dire, mais on rêve là ou quoi là? C'est un cauchemar. Et tout ça, c'est Kinsey. On le doit à Kinsey. Alors, on peut rappeler que Kinsey a inventé l'échelle de Kinsey, qui mesure en fait votre orientation sexuelle, alors qui va de 0 à 6. 0, vous êtes hétérosexuel. 6, vous êtes homosexuel. Et lui, dans sa vie, on rappelle un petit peu le personnage, on met le contexte, on plante le contexte. Dans sa vie, il était marié, il a eu 3 enfants, si je ne dis pas de bêtises, et en même temps, il avait un amant. Et donc, il se qualifiait de bisexuel. Oui, c'est ça. Donc, on rappelle qu'il est né en 1894, mort en 1956. C'est ça. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est ce personnage-là qui a été pris comme modèle. Comme quoi, plus c'est criminel, plus c'est pervers, plus c'est pris comme modèle. Donc il y a vraiment là, je parle des instances, politiques toujours, donc c'est vraiment voulu. C'est vraiment voulu pour mettre à bas donc toutes les valeurs familiales, culturelles et religieuses de nos sociétés occidentales. Et asiatiques aussi, parce qu'ils se font contaminer. Si je vous dis maintenant projet MK Ultra. Oui. Vous l'évoquez également dans votre livre. Oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Ce sont des projets donc justement de conditionnement. Comment conditionner le plus possible et le plus large possible une majorité de gens. En fait, c'est des projets de lavage de cerveau. En fait, la grande obsession des services secrets, c'est comment manipuler les gens, comment les conditionner et comment leur faire du lavage de cerveau. Donc tous ces projets MK Ultra, ça a été ça. Alors avec plus ou moins de réussite, mais en fait c'est omnubilé, quoi. C'est-à-dire ils sont omnubilés par le contrôle systématique de la population. Le contrôle et aussi le but peut-être de rappeler, c'est aussi le phénomène de dissociation aussi de l'identité aussi. Aussi. Mais ça fait partie du contrôle, parce que si quelqu'un perd ses points de repère, si quelqu'un tout d'un coup ne sait plus trop où il en est, bien évidemment, il est beaucoup plus modelable, il est beaucoup plus fragile, donc il va être encore plus à même de gober 3 milliards d'informations qui vont tomber comme ça chaque jour de par les masses médias. C'est ça tout le problème. D'ailleurs, on peut voir ce qui s'est passé avec la crise Covid. Mais je vais faire un bref survol parce que c'est bon, c'est un sujet qu'aujourd'hui on reconnaît, mais quand même, moi j'ai toujours été fasciné avec quelle facilité majorité de gens étaient tombés. Quand même, on nous a imposé une dérogation de sortie. Ça, franchement, sans blague, il fallait s'autoriser soi-même à sortir de chez soi. On nous a imposé des couvre-feux qui sont totalement inutiles pour arrêter un virus. J'ai encore jamais compris comment un couvre-feu qui, en fait, limite les gens à sortir la nuit, mais la nuit, les gens travaillent le lendemain. Donc, à part le week-end, ne les sortez pas vraiment spécifiquement. Comment on a pu imposer des plages dynamiques? Rappelez-vous, c'est des plages où on pouvait pas s'asseoir, mais il fallait marcher. Et puis si vous vous asseyez, il y avait la répression qui arrivait, poum, 135 €. C'est pareil, moi un virus, je sais pas,
il circule pas quand vous êtes debout, mais il circule quand vous êtes assis. Jean Castex l'avait très bien démontré aussi. Prendre le café debout, c'est mortel. Mortel. Paf, vous le prenez en pleine poire. Mais le prendre assis, c'est inoffensif. Magnifique. Mais comment, des fois, et j'ai même vu des innombrables gens conduire leur voiture seuls, avec le masque. Mais comment, voilà. Comment la majorité de gens a-t-il pu obéir sans sourciller à ça? Quelquefois, moi, franchement, ça laisse rêveur, hein. Ou cauchemar, je sais pas, ça dépend. Mais bon, dans quel sens on le prend? Alors justement, est-ce que ce livre est la suite logique de vos enquêtes menées sur la crise du Covid, sa gestion, ses dérives? C'est une suite logique. Ça faisait quand même 1 an et demi que je travaillais sur ce manuscrit, et même j'avais commencé à y travailler un peu avant. Bon, c'est vrai que de toute façon, j'ai conscience pour ma part que depuis longtemps, effectivement, il y a quand même une oligarchie au pouvoir et qu'ils sont pas vraiment animés de bonnes intentions. Mais en même temps, cette crise Covid, c'est vrai que ça a été un accélérateur. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, allez, il faut que je boucle mes enquêtes et que voilà. Mais c'est vrai que ça a été toute une... et il faut, voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que... Parce que quelquefois, je rencontre des gens qui me disent, oui, avec le Covid, qu'est-ce qu'on s'est aperçu qu'on s'est réveillé. Tant mieux. Ils se sont réveillés, c'est bien. Contrairement à peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas encore réveillés. Maintenant, ce qu'il faudrait, peut-être un message annoncé aussi aux gens, peut-être pas spécifiquement ceux qui vont nous écouter, mais ils peuvent le répercuter après dans leur famille et leurs amis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne s'arrête pas, c'est juste cette histoire Covid. C'est qu'ils avancent sous tous les plans pour saper. C'est ce que j'ai voulu démontrer dans mon livre, c'est qu'ils avancent sous le climat, la finance internationale, les réseaux pédocriminels, la malbouffe, etc., etc. Et voilà le problème. C'est que c'est bien en amont que ça a commencé tout ça. Bien en amont. Alors pour ceux qui liront votre livre, mais même peut-être pour les autres, ceux qui ont compris comment fonctionne le système, quels sont nos champs d'action ? Les champs d'action, je pense que pour un citoyen lambda, qui n'a pas forcément une représentation politique ou un poste d'attaché parlementaire ou d'élu, déjà c'est le pouvoir de dire non. Je voudrais rappeler ici que une personne peut toujours dire oui ou peut toujours dire non. C'est-à-dire, si elle pense et si elle trouve qu'effectivement obéir à un ordre ou une directive ou un décret va à l'encontre de la survie, des principes même de la survie, elle a toujours le pouvoir de dire non. Et dans le cas, par exemple, si on prend l'exemple Covid, si effectivement beaucoup plus de gens avaient dit non à ce port du masque qui en fait ne sert strictement à rien, et ça on l'a déjà démontré maintes et maintes fois dans le livre d'avant avec Jean-Loup, puis il y en a d'autres qui l'ont démontré aussi. Si plein de gens avaient refusé aussi des couvre-feux, on dit non, mais bon, on va peut-être arrêter un peu les bêtises. Si plein de gens n'avaient pas obéi comme un seul homme sur les plages, oulala, faut surtout pas s'asseoir et même pas pique-niquer, sortir la bouteille de rosé au frais pour voilà. Je pense qu'on n'en serait aussi pas là. Et je pense que le monde en serait pas là non plus. C'est-à-dire, si beaucoup plus de gens, et pareil d'ailleurs pour toutes ces histoires d'éducation sexuelle, de perversion de l'éducation nationale, si beaucoup de parents disaient après tout non, nous ne sommes pas d'accord, et le faisaient juste savoir à leur entourage, et je pense que les choses changeraient. Et je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup plus à ce moment-là, on aurait peut-être un peu plus d'élus aussi, un peu plus investis pour le bien-être du peuple ou des peuples. Et parce que pour l'instant, ce qu'on assiste, c'est qu'il y a un petit peu trop quand même d'élus, mais je parle pas forcément des élus en haut d'un gouvernement. Je passe de tout, je fais référence ici à tous les relais, puisque on est sous une société en forme pyramidale, hein. Président, premier ministre, préfet, élu. Mais s'il y a un peu plus d'élus, au lieu de jouer les chiens de garde serviles d'un pouvoir qui, en fait, ne comprend pas grand-chose ou obéit simplement à des doxas, des laboratoires pharmaceutiques ou autres, et je pense qu'effectivement, beaucoup de choses pourraient changer.
rien n'a obligé pendant, par exemple, le Covid et même après, à ce que des commerçants affichent commerce ouvert dans le respect des règles sanitaires. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que le commerce, il est ouvert dans le respect des règles sanitaires? Ça veut dire que le gars qui dirige ce garage ou ce commerce, il se sent obligé de l'afficher. Ben mon Dieu. Pourquoi faire? Pour montrer qu'il est en train de dire oh ben oui, surtout moi j'obéis, que c'est ouvert, mais attention, rassurez-vous, mais on s'en doute que c'est peut-être ouvert dans le respect des règles sanitaires. Est-ce qu'il y a besoin de l'afficher? Est-ce qu'il y avait besoin d'en rajouter une couche? Et ça, je fais référence ici à des gens, pas des élus, hein. Je pense à tout un tas de gens qui se sont engouffrés parce que l'État ou le fameux conseil scientifique, avec la tête le fameux Delfrécy, bref, je vais pas, sinon je vais en avoir pour 1 heure à lui démonter un peu toute l'affaire, mais moi, ce qui m'épate toujours, c'est comment des gens, et pourquoi des gens lambda, des commerçants, ceux qui dirigent quelques institutions et tout ça, pourquoi marcher derrière des directives ineptes qui n'ont servi qu'à servir la population? Pourquoi être d'accord avec ça? Pourquoi faire marcher tout ça dans le même sens? En fait, nos gouvernements, ils peuvent être tranquilles, il y a quand même une majorité de gens suffisamment serviles pour appliquer, sans que l'État lève le petit doigt pour appliquer toutes les directives. Regardez même la gendarmerie, je suis pas spécifiquement non plus un amoureux des forces de l'ordre, moi. Ça, je l'ai déjà dit, je le dis à chaque fois. Mais quand même, dans les Vosges, là, pendant la période Covid, et la brigade là-bas, de gendarmerie, ils patrouillaient en hélicoptère au-dessus des forêts vosgiennes pour voir s'il n'y avait pas des contrevenants qui arpentaient les forêts alors que c'était interdiction de sortir. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Ça veut dire qu'ils dépensaient l'argent public en kérosène, parce qu'un hélicoptère, ça fonctionne quand même avec c'est pas l'essence. très écolo, hein. C'est pas du tout écolo, et c'est cher. Tout ça pour aller éventuellement mettre un PV à un mec qui avait envie de faire son jogging, etc., et qui n'aurait pas porté un masque. Ben, mon Dieu, dans les forêts vosgiennes, porter un masque en plein milieu des sangliers et des biches, je vois effectivement pas à quoi ça sert. Non, mais je veux dire, voilà, on n'est pas obligé. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'est obligé d'obéir au doigt et à l'œil à des directives serviles. Donc on en revient à la question. Je pense que plein de gens ont le pouvoir de dire non. Et si plein de gens avaient le pouvoir de dire non, il ne s'agit pas de dire non systématiquement, il s'agit de faire preuve de discernement. Mais je pense qu'une désobéissance civile, quand les directives de l'État ne vont pas dans le sens de la survie et du bien-être du peuple, je pense que la désobéissance civile doit être de mise. Je dis bien non violente, hein, je suis pas pour une révolution armée, bien entendu. Mais une désobéissance civile, mais oui. Voilà. Et là, les choses peuvent changer. Je demande même pas aux gens d'être dans la rue ou d'aller manifester ou de s'engager politiquement. S'ils ont envie de le faire, tant mieux. Mais je veux dire, on peut dire non simplement et le faire savoir. Je pense que ça c'est dans les aptitudes et dans les cordes de chacun. Donc le pouvoir de dire non et retrouver aussi son libre arbitre, en fait. Absolument. C'est lié. On est bien d'accord. Avant de terminer, j'aimerais aborder avec vous, Claude Janvier, un thème, un autre volet déjà, et un thème qui vous tient particulièrement à cœur, celui de la guerre en Syrie. Ah oui, ça je... Alors vous vous êtes déjà rendu en Syrie, si je ne dis pas de bêtises, à 2 reprises? Oui. Bon. Oui. Fin décembre 2021 et fin avril 2023. Donc ce sont 2 voyages en Syrie, organisés par mon ami syrien Adnan Azam, qui en est à son 25e voyage organisé, qu'il a organisé lui, pour faire découvrir son pays donc à des écrivains, des journalistes, des citoyens lambda, des géopolitologues, des politologues, etc. Et j'ai eu la chance et l'honneur de participer donc effectivement à 2 voyages. Et la Syrie, c'est un pays qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup touché. Comme je l'ai dit quand j'étais revenu en décembre 2021, chez moi, il y a un avant et un après la Syrie, Avant que j'y aille et après.
Je sais pas comment dire, c'est un pays qui m'a beaucoup touché parce que d'une part c'est un pays en guerre et quand vous êtes témoin de ruines, c'est une chose de voir des ruines et des immeubles qui explosent à la télévision avec tous nos films hollywoodiens Alors qui on rappelle montrent. quand même que le pays est sous embargo depuis 12 ans, tout de Voilà, même. voilà. Donc c'est vrai que voir des ruines de visu, c'est compliqué, ça choque. Effectivement, comme vous le signalez, le pays est sous embargo depuis une douzaine d'années, privant les Syriens donc de produits de première nécessité, de médicaments, de nourriture aussi, parce qu'ils peuvent pas tout produire, et empêche aussi toute reconstruction du pays, puisqu'il y a ce fameux embargo. Alors, faut comprendre que l'embargo décrété par les Américains et suivi scrupuleusement par l'UE, donc par les vassaux des Américains, empêche la reconstruction du pays, chose qui est quand même très ennuyeuse aussi, parce que ce qui fait que des ruines continuent à exister et cela perdure dans le temps. Effectivement, les États-Unis pratiquant l'extraterritorialité de leurs lois, ils se permettent donc de jouer les shérifs, hein, comme ils font depuis plus de 200 ans, et de dire ah oui mais là vous allez pas pouvoir effectivement intervenir en Syrie. Alors c'est vrai que là depuis 2 ans, enfin depuis l'intervention du président Poutine en Ukraine, le dieu dollar commence à prendre du plomb dans l'aile. Donc il est à souhaiter qu'effectivement des transactions internationales puissent se faire dans un avenir relativement assez proche en roubles, en yuan, etc., etc. Ce qui pourrait mettre fin d'une certaine façon à l'embargo. Enfin, pourrait disons modifier l'embargo. En revanche, cet embargo, de toute façon, comme je le disais à maintes et maintes reprises, ne sert strictement à rien, puisque le peuple syrien est un peuple qui a résisté et qui résistera toujours. En revanche, cet embargo inhumain continue à faire mourir malheureusement des nourrissons et des enfants, du fait par manque de médicaments, de lait, etc., etc. Donc, pourquoi maintenir un embargo qui, de toute façon, pèse sur le peuple syrien et pèse effectivement sur les jeunes enfants. Donc c'est totalement inutile. Alors, le problème de la Syrie aussi, il y a une inflation galopante, hein, ça c'est clair. Hein. Alors inflation qui est quand même par rapport entre 2021 et 2023 qui a malheureusement encore augmenté. Faut savoir que quand j'y suis retourné en 2023, un billet de 2000 livres syriennes équivalait à peu près à entre 8 centimes et 10 centimes d'euros. Ça veut dire qu'en donnant moi une pièce de 10 centimes d'euros, je recevais un billet de 2000 livres syriennes. Ça donne une idée de l'inflation. Pour survivre, un Syrien devrait minimum toucher entre 200-300 dollars par mois. Et le salaire moyen d'un Syrien, c'est 25-30 dollars par mois. Donc on peut comprendre de suite le décalage. Donc c'est un pays, oui, qui m'a beaucoup touché. J'aimerais vraiment que cet embargo s'arrête à chaque fois qu'effectivement j'ai l'occasion d'en parler, qu'on me donne l'occasion d'en parler. Je dis toujours stop à l'embargo. Qu'est-ce que vous ont dit les Syriens que vous avez pu rencontrer? Eh ben, ce message-là, c'est-à-dire qu'on a rencontré le directeur, par exemple, de la Chambre de commerce et d'industrie à Alep. Alep qui a été durement touché déjà par les combats, puisqu'il y a 75% de la ville d'Alep qui est en ruine, et en plus avec le tremblement de terre récent, ça a ajouté encore plus de destruction. Et il nous a dit de toute façon, on l'a interviewé, et il nous a dit de toute façon, il faut vraiment que cet embargo s'arrête. On a été témoin, et ça fait mal au cœur, je sais pas, il y avait une file d'à peu près sur 1 kilomètre de jeunes femmes portant un nouveau-né dans les bras, et qui attendaient patiemment de passer devant un stand qui était ouvert dans la chambre de commerce pour avoir une ration de lait pour le nourrisson. Donc ça, c'est inadmissible qu'au XXIe siècle, on maintienne encore un peuple en esclavage comme ça. C'est-à-dire, c'est une forme d'esclavage. C'est-à-dire qu'on est en train de réduire et de les paupériser encore un maximum, que c'est totalement inutile et inhumain. En plus, la Syrie, il y a quand même un énorme problème qui est en train de se passer en ce moment, c'est que alors je vais faire un petit mot de géopolitique si vous le permettez, comme les Américains sont en train d'échouer sur le front ukrainien,
puisque de toute façon, il est bien évident qu'en ce moment, les États-Unis et les UE, ils sont beaux envoyer plein d'armes, etc. De toute façon, ils sont en train d'échouer. Malheureusement, ça repart en Syrie. C'est-à-dire que là, depuis 3 semaines environ, il y a d'importantes manifestations à Soueda, donc qui est une ville du sud-est, la ville natale de mon ami Adnan Azam d'ailleurs, et là, il y a de nouveau ça repart. Ça veut dire que la CIA et le Mossad sont en train de repayer donc des agitateurs, parce que c'est comme ça que ça se passe en Syrie. Il faut comprendre que c'est pas des printemps arabes comme on nous les vend, c'est-à-dire oui, il faut lutter contre la dictature, blablabli, blabla. Ça c'est du blabla. Ça veut dire qu'il y a des agitateurs qui sont payés, et là-bas quand vous donnez $500 à quelqu'un, il est riche. Il est riche, il a de quoi manger. Voilà, j'ai parlé de l'inflation. Donc c'est très facile de payer des agitateurs, et à ce moment-là, ça monte en mayonnaise. Mais ça fait 3 semaines qu'il y a quand même plus de 5000 personnes dans les rues à Soueda. Le gouvernement syrien n'a pas réprimé les manifestations, et d'ailleurs ça embête bien nos médias de masse, parce que j'ai vu passer quelques articles dans quelques torchons disant ils ont pas réprimé. Mais en revanche, ça sent pas bon. Et en plus, ça repart aussi à Idlib, là-haut, à la frontière turque. Pareil, avec des agitateurs, etc. Faut quand même pas oublier aussi que donc ça bouge, frontière turque au nord de la Syrie, ça bouge en bas à Soueda, ça bouge toujours, avec la frontière Israël, bien sûr, puisqu'Israël occupe toujours le plateau du Golan, illégalement. Et donc la Syrie, c'est quand même un pays très difficile, et les Américains, qui disent toujours qu'ils sont partis du nord-est de la Syrie, c'est totalement faux, puisqu'ils continuent à exploiter pour leur propre compte le pétrole syrien. C'est-à-dire que tous les gisements de pétrole importants syriens sont dans le nord-est du pays, donc ça, ils en donnent pas une seule goutte au peuple syrien. Et comme il y a énormément de champs de blé autour, aussi parce qu'il faut comprendre que le nord-est de la Syrie est très fertile, par rapport au sud de la Syrie qui est un peu plus désertique, parce que les conditions climatiques sont pas les mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les champs de blé là-bas aussi, c'est pareil, sont sous contrôle américain, dans le nord-est, là, et ils en donnent pas non plus un épi, ni un petit épi de blé au peuple syrien. Et plus une base américaine énorme qui s'appelle Al-Tanf, qui est dans le sud de la Syrie, sur des milliers de kilomètres carrés. Donc c'est vrai que c'est un pays compliqué, parce qu'il y a toujours une ingérence occidentale qui malheureusement perdure. Et en ce moment, c'est vrai que malheureusement, je dis on parce que je suis pas tout seul, on n'est pas très optimiste, parce qu'on dirait que ça laisse présager que les Américains veulent remettre la guerre de nouveau au premier plan en Syrie, de façon à faire échec à la Fédération de Russie. Parce que les Russes sont quand même présents. En Syrie, l'armée russe est présente. Donc, comme ils sont en train d'échouer en Ukraine, ils auraient envie, donc, tout d'un coup, d'intervenir, de refaire pression sur la Russie en Syrie. Donc, tout ça, c'est extrêmement compliqué, et je souhaite ardemment que ça ne se produise pas. Mais, avec l'impérium US, malheureusement, tout est possible. Est-ce que vous ferez partie du prochain voyage organisé par Adnan Azam fin septembre, là, qui est prévu fin septembre? Alors, justement, il n'est pas sûr du tout que ce voyage puisse se faire, du fait des manifestations dont je viens de parler. De toute façon, il n'était pas prévu que j'y aille, parce que je viens d'y aller, et donc je préfère laisser ma place à quelqu'un qui aurait envie d'y aller et qui ne connaît pas, et j'invite tous ceux qui auront envie d'y aller, si le voyage peut se faire, d'y aller, parce que franchement, c'est en allant dans un pays qu'on se rend compte de ce qu'il est. On peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas mis les pieds dans un pays. En revanche, je suis pas sûr du tout que le voyage fin septembre puisse se faire, du fait que ça bouge beaucoup. Eh bien, je vous remercie, Claude Janvier, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir surtout fait le déplacement. Je rappelle le titre de votre livre, Les Démasqués, qui dirigent réellement le monde, publié chez K Éditions, pardon. Et puis, vous serez toujours le bienvenu de toute manière. Eh ben, un grand merci à toute l'équipe, à vous. C'est un réel plaisir d'être là. Avant de terminer, je vais tout de même vous inviter à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. D'accord, bien sûr. Je vous remercie. Merci à vous.
Je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité.